Le froid transperce les pierres de l'Alcazar royal, telle une ancienne malédiction. Catherine d'Aragon est allongée dans son lit, enveloppée dans des couvertures qui ne réchauffent pas son corps flétri. Ses mains, autrefois assez fermes pour tenir le sceptre de Tolède, tremblent désormais comme des feuilles mortes sous le vent d'octobre. Les couloirs du palais sont plongés dans un silence de mort. Les serviteurs marchent sur la pointe des pieds, murmurant des prières. Des torches vacillent sans raison apparente, projetant des ombres dansantes sur les tapisseries qui reflétaient autrefois la gloire de la Castille. Elles ne reflètent plus que le déclin d'une reine qui s'éteint de jour en jour. Le médaillon ancestral pèse lourdement sur sa poitrine. L'or autrefois brillant comme le soleil d'Andalousie est devenu terne et glacé. Catalina le touche d'une main tremblante. L'héritage familial est devenu sa prison, une entrave invisible qui la lie à un destin qu'elle ne comprend pas. Le métal brûle sa peau, mais elle ne peut l'enlever. Quelque chose en elle l'en empêche. Les miroirs de la chambre royale reflètent une image déformée. Ce n'est pas seulement son corps qui s'effondre. Son visage, marqué de profonds cernes, révèle le regard vitreux de quelqu'un qui contemple des réalités que d'autres ne peuvent voir. Les médecins de la cour ont échoué. Leurs remèdes sont inefficaces contre une maladie qui transcende la chair et le sang. Les tapisseries de sa chambre ont changé. Là où elles représentaient autrefois des scènes de chasse et de victoire, elles représentent désormais des figures en deuil, des femmes agenouillées devant des foules en pleurs. Catherine les contemple pendant des heures, reconnaissant des visages familiers dans ces images qui ne devraient pas exister. Ce sont les autres Catherine, celles qui les ont précédées, qui ont subi le même sort. La solitude la ronge. Don Rodrigo évite ses appartements depuis des semaines. Dans les couloirs, des conseillers chuchotent à propos de la folie de la reine. La cour l'a abandonné, craignant d'attraper son inexplicable maladie. Seules les ombres subsistent, dansant autour d'elle telles des courtisanes spectrales, lui rappelant que ce n'est plus elle qui règne sur Tolède, mais Tolède qui la gouverne. L'eau bénite s'assombrit à son approche. Les bougies de la chapelle royale s'éteignent sans que le vent ne les perturbe. Les vitraux de la cathédrale ont perdu leur couleur, comme si la lumière divine avait fui la présence de Catherine. Le peuple murmure des malédictions et des hérésies. Son nom, autrefois prononcé avec respect, est désormais murmuré avec crainte. La nuit, elle entend des voix. Elles ne sont pas celles des vivants, mais l'écho de femmes qui ont partagé son nom, son destin. Elle lui parle dans des langues qu'elle ne connaît pas, mais dont elle comprend chaque mot. Elle, lui, révèle des secrets des siècles passés, des pactes scellés par le sang royal, des médaillons qui unissent les âmes à travers le temps. L'histoire se répète, et elle n'est que le dernier maillon d'une chaîne maudite. Les serviteurs trouvent des pages écrites de sa propre main, décrivant des lieux qu'elle n'a jamais visités, des cérémonies dont elle n'a jamais été témoin. Sa propre main l'a trahi, écrivant des mémoires qui ne sont pas les siennes. Le journal royal regorge de confessions d'autres vies, d'autres règnes, d'autres chutes. Catherine lit ces pages comme on lit son propre arrêt de mort. Le médaillon apparut un matin sous son oreiller. Personne ne sait comment il est arrivé là. Il contient le portrait d'une femme identique à elle, vêtue de deuil, portant le même médaillon qui la consume aujourd'hui. Le regard de l'image la suit dans la pièce, accusateur, comme pour lui reprocher d'avoir accepté un sort qu'elle aurait pu éviter. La reine de Tolède s'effondre. Son corps se refroidit, tandis que son âme se fragmente entre présent et passé. Les médecins parlent de mélancolie, les prêtres de pénitence, mais personne n'ose dire la vérité. Catherine d'Aragon n'appartient plus au monde des vivants, mais elle ne peut pas non plus rejoindre celui des morts. Comment celle qui était autrefois l'espoir de la Castille a-t-elle atterri ici? Quelles forces ancestrales l'ont tirée du trône d'or jusqu'à ce lit froid où elle gisait mourante? Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. On vous suivra. L'année 1501 marqua le destin de l'Espagne. Les rois catholiques unifièrent les royaumes, mais Tolède demeura un royaume à part, gouverné par d'anciennes lignées, revendiquant des droits antérieurs à la Reconquista. Catherine d'Aragon naquit dans ce royaume de pouvoir, fille de nobles tolédaniens dont le sang porte des secrets qu'elle-même ne peut comprendre. L'Espagne du XVIe siècle était en ébullition. Au Tossum nord, les guerres contre la France ravagèrent les frontières. Au sud, les Morisques complotaient en silence.
L'Inquisition étendait ses tentacules dans chaque ville et chaque foyer. Au milieu de ce chaos, Tolède s'imposait comme un bastion de la vieille noblesse castillane, réticente à se soumettre au nouveau seigneur de Madrid. Catherine grandit dans l'enceinte de l'Alcazar royal, éduquée par des professeurs qui lui enseignèrent le latin, la théologie et les arts du gouvernement. Dès son plus jeune âge, elle fit preuve d'une intelligence vive qui impressionna ambassadeurs et prélats. Sa beauté était remarquable, mais c'est son esprit qui conquit les cœurs et les esprits. À 15 ans, elle maîtrisait les intrigues de court mieux que des nobles ayant des décennies d'expérience. Le médaillon lui tombe entre les mains le jour de ses 16 ans. Sa grand-mère maternelle, Doña Isabel de Toledo, le lui tend avec un étrange sourire. « C'est le symbole de notre lignée », lui dit-elle. « Toutes les femmes de notre famille l'ont porté. Il te protégera et te donnera du pouvoir. » Catalina l'accepte, ignorant qu'elle vient de sceller son destin. Les premiers signes de son don apparaissent lors d'une audience royale. Un ambassadeur de France tente de tromper les intentions du roi. Catherine, présente en simple observatrice, prend soudain la parole d'une voix qui n'est pas tout à fait la sienne. Elle révèle des secrets que personne en Espagne ne devrait connaître. L'ambassadeur pâlit et avoue la vérité. La cour est impressionnée par la sagacité de la jeune femme. Son père, Don Fernando de Toledo, comprend que sa fille possède un talent extraordinaire pour les affaires d'État. Il commence à l'inclure dans des réunions secrètes avec des espions et des marchands. Catalina fait preuve d'un don surnaturel pour lire les intentions des hommes. Ses conseils deviennent indispensables. Son influence grandit comme le lierre sur les murs du pouvoir. La mort du dernier roi de Tolède survient de manière inattendue. Une mystérieuse fièvre le consume en 3 jours. Il n'a pas d'héritier mâle. Selon les anciennes lois de la ville, le trône peut être transmis à une femme de sang royal, si elle se montre digne devant le conseil des nobles. Catherine, âgée de 18 ans, réclame son héritage. L'épreuve de dignité consiste à gouverner Tolède pendant 1 mois sans l'aide de conseillers masculins. C'est une tradition vouée à l'échec, destinée à démontrer l'incapacité des femmes à gérer le pouvoir. Mais Catherine n'est pas une femme ordinaire. Durant ces 30 jours, elle résout des conflits commerciaux en suspens depuis des années. Elle découvre une conspiration mort visant à empoisonner les puits de la ville. Elle négocie un traité commercial avec Gênes qui remplit les caisses de Tolède. Le médaillon semble briller chaque jour davantage. Catherine le sent murmurer des secrets à son oreille, révélant des informations qu'elle ne devrait pas connaître. Les noms des traîtres, l'emplacement des trésors cachés, les plans d'ennemis lointains. Elle ne remet pas en question ce savoir. Elle l'accepte comme un don divin, comme un signe qu'elle est destinée à régner. Son mariage avec Don Rodrigo de Castilla est un arrangement stratégique. Il apporte des soldats et des alliances militaires. Elle apporte Tolède et ses richesses. C'est une union politique parfaite, mais il existe aussi un amour sincère entre eux. Rodrigo est fasciné par l'intelligence de Catalina et elle trouve en lui un partenaire qui ne craint pas son pouvoir grandissant. Le couronnement a lieu dans la cathédrale de Tolède un jour d'octobre, lorsque les feuilles d'or recouvrent les rues tel un tapis royal. Les nobles, qui doutaient initialement de l'existence d'une reine, s'inclinent désormais devant Catherine avec un respect sincère. Le peuple l'acclame. Les cloches sonnent pendant des heures. Le médaillon, accroché à sa poitrine, reflète la lumière des vitraux tel un second soleil. Cette nuit-là, dans l'intimité de ses appartements, Catherine examine son reflet dans le miroir doré. L'espace d'un instant, elle croit apercevoir une autre femme derrière elle, une silhouette floue vêtue de noir. Mais lorsqu'elle se retourne, il n'y a personne. Elle sourit, attribuant cette vision à l'excitation de la journée. Elle ignore qu'elle vient de voir la première des reines qui partageront son destin. Les premiers mois de son règne ne furent que succès. Tolède prospéra sous son règne. Les marchands louèrent sa politique, les soldats respectèrent ses décisions stratégiques. Les prêtres bénirent sa dévotion religieuse. Catherine d'Aragon était devenue la souveraine la plus puissante d'Espagne, après les rois catholiques. Le pouvoir est un plaisir à la première dégustation. Catherine règne d'une main ferme mais juste, ses sujets l'aiment, ses ennemis la respectent, ses alliés la craignent. Elle a accompli l'impossible, être une femme au pouvoir et le conserver sans partage. Tolède brille comme un joyau de la couronne de Castille, et elle en est l'architecte incontesté.
Le printemps 1503 apporta le premier défi majeur au règne de Catherine. Les seigneurs de Cuenca refusèrent de reconnaître son autorité, affirmant qu'une femme ne pouvait gouverner des territoires historiquement guerrières. Ils formèrent une alliance avec des nobles mécontents de Guadalajara et de Ségovie. La rébellion menaça de se propager comme une traînée de poudre dans toute la Castille. Catherine n'hésite pas. Elle convoque Don Rodrigo et ordonne la mobilisation des troupes de Tolède. C'est la première fois qu'une reine de Tolède mène personnellement une campagne militaire. Les soldats vétérans regardent avec scepticisme la jeune souveraine sur son destrier blanc, le médaillon brillant sur son armure d'argent. Ils découvriront bientôt qu'ils ont gravement sous-estimé leur dame. La stratégie de Catherine est brutale et efficace. Au lieu d'assiéger les bastions rebelles, elle coupe leur ligne de ravitaillement. Ses espions, coordonnés avec une précision surnaturelle, sabotent greniers et puits empoisonnés. Les armées ennemies commencent à s'effondrer de faim avant même qu'une seule bataille rangée ne soit livrée. Le médaillon semble lui murmurer des tactiques qu'aucun général vivant ne connaît. La bataille des champs de Cuenca entre dans la légende. Catherine divise son armée en 3 colonnes qui attaquent simultanément depuis des directions impossibles. C'est comme si elle connaissait chaque mouvement ennemi à l'avance. Les rebelles, dépassés en nombre et en manœuvre, se rendent après 6 heures de combat. La victoire est écrasante, mais le prix à payer sera plus élevé que Catherine ne l'imagine. Les nobles prisonniers sont conduits à Tolède pour un procès public. Catherine préside le tribunal, impassible. Sa sentence est implacable. Confiscation totale des biens, exil perpétuel pour les meneurs et exécution pour ceux qui ont versé le sang tolédan. Les têtes de 5 comtes roulent sur la place principale. Le peuple applaudit, mais certains nobles murmurent contre la cruauté excessive de leur reine. Don Garcia de Mendoza, cousin germain de Catalina et l'un de ses plus proches conseillers, ose remettre en question la sévérité des châtiments. « Ma cousine, la clémence est aussi une vertu royale », l'avertit-il en privé. Catalina le regarde avec des yeux qui semblent contenir des siècles de sagesse. La clémence est souvent prise pour de la faiblesse, Garcia. Une reine ne peut se permettre un tel luxe. C'est la première fissure dans son cercle intime. La conquête de Cuenca étendit les domaines de Tolède jusqu'au cœur de la Castille. Catherine réorganisa les territoires conquis avec une efficacité militaire. Elle nomma des gouverneurs loyaux, établit des garnisons permanentes et imposa des tribus qui doublèrent les revenus royaux. Son pouvoir grandit, mais le nombre d'ennemis qui murmuraient son nom avec haine augmenta également. Le cardinal Cisneros, régent de Castille, en l'absence des monarques, sollicite une audience privée auprès de Catherine. La rencontre a lieu au monastère de San Juan de los Reyes. Cisneros, homme d'une immense influence politique et religieuse, observe la jeune reine d'un regard pénétrant. « Votre Majesté gouverne d'une main ferme, dit-il. Peut-être trop ferme au goût de certains. » La conversation se transforme en un duel dialectique. Cisneros insinue que certains secteurs de la noblesse castillane jugent excessif le pouvoir accumulé par Tolède. Catherine répond que son royaume ne recherche que la stabilité de l'Espagne. Mais tous deux comprennent le message sous-jacent: la couronne s'inquiète de l'essor d'une puissance régionale susceptible de remettre en cause l'autorité centrale. La tension monte lorsque des nouvelles de France arrivent. Louis XII forme une nouvelle coalition contre l'Espagne. Il a besoin d'alliés internes pour affaiblir l'arrière-garde espagnole. Ses espions commencent à circuler dans toute la Castille, offrant or et promesses aux nobles mécontents. Le nom de Tolède apparaît dans plusieurs lettres interceptées comme une cible potentielle de la séduction française. Don Rodrigo revient d'une expédition contre des bandits dans la Sierra de Gredos avec des nouvelles inquiétantes. Il a capturé des émissaires français porteurs de lettres adressées aux ennemis intérieurs de la tyrannie tolédane. L'une de ces lettres est spécifiquement adressée à Don Garcia de Mendoza. Catalina sent le sol trembler sous ses pieds. Son cousin, son conseiller de confiance, complote contre elle. La confrontation avec Garcia a lieu dans la salle du trône, devant la cour assemblée. Catalina présente les preuves de trahison d'une voix calme, mais ses yeux brillent d'une fureur contenue. Garcia ne nie pas les accusations, mais les justifie. « Tu n'es plus la cousine que j'ai connue, Catalina. Ce médaillon t'a transformée. Tu règnes avec cruauté. Tu prends des décisions qu'aucun mortel ne devrait connaître. Quelle force te murmure ta
L'oreille? Les paroles de Garcia résonnent dans la salle comme un glas. Pour la première fois, quelqu'un remet publiquement en question l'origine des connaissances surnaturelles de Catherine. Les nobles échangent des regards inquiets. La reine comprend qu'elle ne peut laisser de tels doutes se propager. Sa réponse est dévastatrice. Garcia est immédiatement arrêté, accusé de haute trahison et de complot avec des ennemis étrangers. Le procès de Don Garcia de Mendoza marque un tournant. Catalina préside personnellement les débats, exhibant les lettres françaises, présentant des témoins et démontant tous les arguments de la défense. Mais lorsque Garcia est condamné à mort, sa déclaration finale glace le sang de tous les présents. Le médaillon que vous portez n'est pas une bénédiction, cousin, c'est une malédiction. Demandez à votre grand-mère combien elle a payé pour le porter. Demandez-lui ce qui est arrivé aux autres, Catalina. L'exécution a lieu à l'aube, dans l'intimité du terrain de parade. Seule Catalina, Don Rodrigo et le bourreau y assistent. Garcia conserve sa dignité jusqu'au bout, mais son regard scrute celui de sa cousine avec un mélange de tristesse et d'avertissement. Ses derniers mots s'estompent. Les voix que tu entends ne sont pas celles des saints, Catalina. Ce sont celles de ceux qui t'ont précédé. Cette nuit-là, Catherine s'enferme dans ses appartements. Pour la première fois depuis le couronnement, le médaillon lui brûle la peau. Les miroirs de sa chambre reflètent des ombres qui ne devraient pas être là. Elle entend des murmures en langues anciennes, des voix féminines qui semblent crier son nom. Mais il est trop tard pour faire. Marche arrière. Le pouvoir est une drogue qui ne souffre aucun manque. La guerre avec la France est sur le point de commencer. Les ennemis internes ont été identifiés et éliminés. Tolède contrôle un territoire plus vaste que jamais dans son histoire. Catherine d'Aragon a consolidé sa position de reine la plus puissante d'Espagne. Mais au plus profond d'elle-même, les paroles de Garcia résonnent comme une sinistre prophétie. Quel prix paie-t-elle exactement pour son pouvoir? Et de combien de temps dispose-t-elle pour payer la facture? Les années 1504 et 1505 marquent l'apogée du pouvoir de Catherine d'Aragon. Tolède contrôle le territoire de Cuenca jusqu'aux frontières du Portugal. Ses coffres regorgent d'or extrait des mines nouvellement conquises. Ses armées sont redoutées de Salamanque à Valence. Mais le pouvoir absolu commence à révéler ses plus dangereuses contradictions, et la reine, autrefois louée pour sa justice, règne désormais par la peur. La cour de Tolède est devenue un labyrinthe d'espions et de flatteurs. Catalina n'accorde plus une confiance absolue à personne, pas même à Don Rodrigo. Les exécutions de nobles déloyaux sont devenues si fréquentes que le bourreau royal a garanti du travail chaque semaine. Le médaillon, désormais froid en permanence contre sa poitrine, murmure les noms des traîtres avec une précision troublante. Mais s'agit-il vraiment de traîtres ou simplement de voix du passé projetant leur paranoïa sur le présent? La guerre avec la France éclate officiellement lorsque Louis XII envahit la Navarre. Catherine mobilise ses troupes pour soutenir les rois catholiques, mais exige en retour la reconnaissance officielle de Tolède comme royaume indépendant au sein de la couronne espagnole. Cette décision audacieuse irrite profondément Ferdinand d'Aragon. Les échanges entre Tolède et la cour royale deviennent de plus en plus tendus. Catherine joue un jeu dangereux contre ses propres seigneurs. Don Rodrigo revient de la campagne, navarraise avec de nouvelles cicatrices et des inquiétudes plus profondes. Sa femme n'est plus celle qu'il connaissait autrefois. Catalina passe des heures à discuter seule dans son appartement, conversant avec des voix qu'il ne peut entendre. Lorsqu'il la confronte, elle répond avec un sourire glacial « Je parle avec mes conseillers, Rodrigo. Des femmes qui ont régné avant moi. Leurs conseils sont précieux. Le général comprend qu'il perd sa femme au profit de forces qu'il ne peut combattre. Les problèmes internes se multiplient. Les morisques de Tolède, autrefois paisibles sous le règne de Catherine, commencent à s'organiser en secret. Ils ont remarqué les changements chez leur reine, sa paranoïa grandissante, ses décisions de plus en plus erratiques. Un groupe de marchands musulmans est arrêté pour conspiration. Sous la torture, ils avouent des plans inexistants. Leurs exécutions publiques allument la première étincelle de rébellion religieuse depuis des décennies. La petite noblesse manifeste également des signes de mécontentement. Les nouveaux impôts de guerre ont épuisé ces domaines. Les confiscations de terres aux traîtres ne profitent qu'aux favoris de Catherine. Don Fernando de Saavedra, comte d'Orgaz,
et vétéran des guerres de Grenade, conduit une délégation demandant une audience pour exprimer ses griefs. Catherine les reçoit dans la salle du trône, mais leurs réponses sont évasives, presque déconnectées de la réalité. Durant l'audience, un événement étrange se produit. Catherine commence à répondre à des questions qu'on ne lui a pas posées, citant des événements survenus des décennies avant sa naissance. Elle évoque des complots de nobles morts avant sa naissance, évoquant les trahisons des rois précédents comme si elle en avait été personnellement témoin. Les comtes échangent des regards alarmés. Leur reine fait preuve d'un savoir qu'aucun mortel ne devrait posséder. Ses relations avec l'Église se détériorent également. Frère Alonso de la Cruz, confesseur personnel de Catherine, ose remettre en question la nature de ces révélations divines. Lors d'une confession privée, il l'interroge directement sur le médaillon et les voix qu'elle entend. Catherine réagit avec une fureur incontrôlable. « Remettez-vous en question les dons que Dieu m'a donnés, frère. Ne voyez-vous pas que Tolède prospère sous ma direction ?» La séance s'achève brusquement. Frère Alonso quitte les appartements royaux profondément perturbés. Les manifestations surnaturelles s'intensifient. Les serviteurs rapportent que les torches du palais s'allument la nuit. Les tapisseries représentent des images qui changent selon la lumière. Reines en pleurs, foules en émeute, couronnes brisées. L'eau bénite de la chapelle royale s'assombrit à l'approche de Catherine. Les chevaux des écuries s'agitent sans raison apparente à son passage. Le palais lui-même semble rejeter sa présence. Don Rodrigo découvre le journal secret de Catalina. Les pages contiennent deux écritures distinctes. L'une est familière, mais l'autre appartient à des mains écrites il y a des siècles. Les textes évoquent des cérémonies nocturnes, des pactes scellés par le sang et des médaillons qui unissent les âmes à travers le temps. Une entrée particulièrement troublante décrit « La 5e Catalina tombe. La 6e doit se préparer. Le cycle continue. Le pouvoir se paie en générations. Une confrontation conjugale est inévitable. Rodrigo présente le journal à sa femme lors d'un dîner privé. Catalina le lit d'un air impassible, comme si ces révélations ne la surprenaient pas. Sa réponse glace le sang du général. « Ce n'est pas mon écriture, Rodrigo. Ce sont eux ceux qui sont venus avant. Ils m'apprennent ce que j'ai besoin de savoir. Ils me préparent à ce qui vient. Ne comprends-tu pas que je fais partie de quelque chose de plus grand qu'un simple règne ?» Le cardinal Cisneros sollicite une seconde audience, cette fois en compagnie d'inquisiteurs et de théologiens de Salamanque. La rencontre se déroule en territoire neutre, au monastère de l'Escurial. Cisneros présente des preuves des anomalies qui ont entouré le règne de Catherine. Témoignages de serviteurs sur des phénomènes inexpliqués, rapports de confesseurs sur des connaissances surnaturelles et documents suggérant des communications avec des entités non divines. Catalina écoute les accusations avec une sérénité troublante. Sa défense est simple mais glaçante. « Tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de l'Espagne et la grandeur de Tolède. Si mes méthodes vous sont incompréhensibles, c'est peut-être parce que vos esprits sont trop petits pour saisir la volonté divine. » Mais lorsque Cisneros mentionne directement le médaillon, suggérant un examen par l'Inquisition, quelque chose change dans l'atmosphère de la pièce. Les bougies s'éteignent simultanément. Les vitraux du monastère s'assombrissent comme si un nuage avait masqué le soleil, mais le ciel est clair. Une voix, pas entièrement celle de Catalina, résonne dans la salle. « Personne ne touchera à ce qui m'appartient de droit ancestral. Personne n'interrompra ce qui doit être fait. » Les personnes présentes ressentent un frisson surnaturel qui les paralyse. Cisneros comprend qu'il est confronté à des forces qui transcendent son autorité terrestre. La rencontre se termine sur un match nul tendu. L'Inquisition ne peut poursuivre une reine sans preuves irréfutables d'hérésie. Catherine conserve son pouvoir, mais sait désormais qu'elle est surveillée par la plus haute autorité religieuse d'Espagne. L'étau se resserre, les ennemis se multiplient, les alliances s'effondrent, et au plus profond d'elle-même, elle commence à comprendre que le prix de son pouvoir pourrait bien être son humanité. Cette nuit-là, dans la solitude de ses appartements, Catherine contemple son reflet dans le miroir doré. Pour la première fois depuis des années, elle voit clairement ce qu'elle est devenue. Ses yeux ont perdu toute chaleur humaine. Sa peau a pris une pâleur mortelle. Ses lèvres bougent sans cesse, murmurant des mots qu'elle ne peut contrôler. Le médaillon brille de sa propre lumière, palpitant comme un cœur maléfique sur sa poitrine.
Elle a atteint le pouvoir absolu, mais à quel prix? Et combien de temps, lui? Reste-t-il avant que le poids des générations passées ne l'écrase complètement? L'année 1106 débute sous de mauvais auspices. Les récoltes de Tolède sont mauvaises pour la première fois depuis 10 ans. Les puits s'assèchent sans explication. Les marchands signalent que les pièces frappées à l'effigie de Catherine rouillent prématurément, comme si le métal la rejetait. Le peuple, autrefois dévoué à sa reine, commence à murmurer au sujet de malédictions divines et de châtiments célestes. Catherine ne règne plus, mais réagit à des impulsions qu'elle ne contrôle pas. Ses décisions deviennent erratiques et contradictoires. Un jour, elle ordonne la construction de nouvelles églises. Le lendemain, elle confisque les biens ecclésiastiques. Elle gracie un meurtrier avoué, mais exécute un marchand pour fraude fiscale mineure. Les conseillers restants à la cour échangent des regards inquiets, mais aucun n'ose affronter une reine dont la colère pourrait signifier une mort immédiate. Le médaillon a changé physiquement. L'or a noirci, prenant un éclat métallique sinistre. Les gravures anciennes, autrefois imperceptibles, se détachent désormais telles des cicatrices en relief. Catalina ne peut l'enlever. Chaque tentative lui inflige une douleur atroce, comme si des milliers d'aiguilles lui transpercèrent la poitrine. L'objet a fusionné avec sa chair, devenant partie intégrante de son anatomie maudite. Don Rodrigo prend la décision la plus difficile de sa vie. Par une nuit d'orage, il fait ses bagages et quitte Tolède sans dire au revoir. Il laisse une lettre sur l'oreiller matrimonial. « Je ne reconnais plus la femme que j'ai épousée. Les forces qui te possèdent ont tué. Ma Catalina, je ne peux plus être complice de cette destruction. Que Dieu te pardonne et te libère des chaînes que tu as forgées. » Son départ marque la fin officielle de leur mariage et le dernier lien de Catalina avec son humanité passée. La nouvelle de la séparation royale se répandit comme une traînée de poudre dans toute l'Espagne. Les ennemis de Catherine interprétèrent la fuite de Rodrigue comme une confirmation de leurs soupçons sur la nature diabolique de la reine. Le cardinal Cisneros envoya des émissaires secrets dans tous les évêchés, préparant une enquête officielle pour hérésie. Les rois catholiques, depuis Valladolid, commencèrent à envisager une intervention militaire directe contre Tolède. Les morisques se révoltent ouvertement. L'étincelle initiale est l'exécution d'un imam accusé de sorcellerie, mais les causes profondes sont des années de persécutions croissantes et de taxes confiscatoires. Les insurgés envahissent les bidonvilles de Tolède et dressent des barricades dans les rues étroites. Leurs cris résonnent dans toute la ville. « À mort la reine maudite, liberté pour Tolède ». Pour la première fois de son règne, Catherine doit faire face à une révolte populaire massive. La répression fut brutale et désorganisée. Catherine ordonna le bombardement des quartiers rebelles sans distinction entre combattants et civils. Les catapultes royales lancèrent des pierres incendiaires qui détruisirent des maisons entières. Des familles entières périrent sous les décombres. La fumée des incendies obscurcit le ciel de Tolède pendant des semaines. Lorsque la révolte fut finalement écrasée, plus d'1 millier de civils avaient dépéri. La victoire fut à la Pyrrhus. Tolède avait perdu une grande partie de sa population productive. Les nobles survivants de la cour commencent à comploter en secret. Don Fernando de Saavedra, comte d'Orgaz, mène une conspiration impliquant 5 grandes maisons castillanes. Leur objectif est simple, détrôner Catherine et livrer Tolède directement au roi catholique. Les conspirateurs bénéficient du soutien tacite de l'Église et de promesses d'amnistie royale. Des réunions secrètes se tiennent dans des moulins abandonnés, loin des espions du palais, toujours fidèles à la reine. Catherine découvre la conspiration par des moyens surnaturels. Une nuit, somnambule dans les couloirs du palais, elle se rend directement à la bibliothèque et rédige la liste complète des noms des conspirateurs. Son écriture n'est pas humaine. Les mots semblent gravés sur le parchemin. À son réveil, elle trouve la liste et réalise qu'elle a été trahie par presque toute sa noblesse. La paranoïa se transforme en certitude. Elle est seule face au monde. La réaction de Catherine est disproportionnée et autodestructrice. Elle ordonne l'arrestation simultanée de tous les nobles suspects, y compris certains innocents, dont le seul crime est de garder le silence. Les cachots de l'Alcazar se remplissent de prisonniers. La torture continue pendant des jours. Certains avancent des crimes qu'ils n'ont pas commis, juste pour échapper à la douleur. D'autres meurent sans révéler des secrets qu'ils ne possèdent pas.
Tolède devient un règne de terreur, dirigé par une reine qui ne fait plus la distinction entre réalité et cauchemar, les rois catholiques. Décrètent officiellement que Tolède est en état de rébellion contre la couronne. Ferdinand d'Aragon mobilise une armée de 10 000 hommes vers la ville rebelle. L'ultimatum est clair. Catherine doit abdiquer et se soumettre à un procès ecclésiastique sous peine de prise de Tolède par la force. La reine reçoit le message avec un sourire qui glace le sang des émissaires royaux. Sa réponse est laconique. Tolède ne se rendra pas. Les voix m'ont promis la victoire éternelle. Le siège commence au printemps. Catherine ordonne une fortification désespérée de la ville, mais ses ressources sont épuisées. La population civile fuit en masse vers des territoires sûrs. Les soldats désertent pendant la nuit, emportant armes et provisions. Les greniers sont vides après de mauvaises récoltes. Les puits restent à sec, ce qui impose un rationnement de l'eau. Tolède devient une forteresse fantôme défendue par une reine folle et une poignée de fanatiques. Les manifestations surnaturelles atteignent leur paroxysme. Les murs du palais saignent littéralement. Des gouttes rouges coulent des pierres sans explication. Les portraits des anciens rois versent des larmes noires qui tachent les cadres dorés. Les miroirs reflètent des images du passé. Couronnement, exécution, sombres cérémonies survenues des siècles auparavant. Catherine dialogue ouvertement avec les ombres, donne des ordres à des conseillers invisibles, rit à des plaisanteries que personne d'autre ne comprend. Frère Alonso de la Cruz tente une dernière fois un exorcisme. Une nuit, alors que Catherine est somnambule dans la chapelle royale, le frère commence les rituels de purification. Il asperge la reine d'eau bénite, qui se transforme en vapeur au contact de la reine. Il récite des prières latines qui résonnent comme des échos déformés dans les voûtes. Mais alors qu'il tente de retirer le médaillon du cou de Catherine, une force invisible le projette contre l'autel, lui brisant 3 côtes. Le frère s'enfuit du palais la nuit même, convaincu d'affronter des forces démoniaques. La solitude absolue finit par briser l'esprit de Catherine. Sans conseiller, sans mari, sans sujets loyaux, sans alliés, elle passe des journées à discuter avec les tapisseries, demandant aux autres Catherine ce qu'elle devrait faire. Les réponses, lui, parviennent sous forme de murmures qu'elle seule peut entendre. Des conseils de femmes décédées ayant subi le même sort. Mais ces conseils sont contradictoires et cruels, la poussant à prendre des décisions de plus en plus autodestructrices. L'acte ultime du désespoir est la lettre envoyée à Louis XII de France. Catherine propose de céder Tolède à la France, en échange d'une protection militaire contre l'Espagne. C'est la trahison ultime, l'abandon définitif de tout ce qu'elle représentait autrefois. Mais la lettre est interceptée par des espions royaux, fournissant à Ferdinand d'Aragon la justification légale parfaite pour une intervention militaire tous azimuts. Catherine a scellé son propre destin avec ce dernier pari désespéré. Les clairons ennemis retentissent sur les collines entourant Tolède. L'armée royale installe son campement en vue des remparts. Les drapeaux de Castille flottent au-dessus de milliers de tentes qui s'étendent à perte de vue. À l'intérieur de la ville, Catherine observe depuis les remparts la force qui vient mettre fin à son règne. Pour la première fois depuis des années, un sourire sincère éclaire son visage. Non pas de bonheur, mais de soulagement. La fin est proche, et avec elle, peut-être, la libération des chaînes qu'elle a elle-même forgées. Que restera-t-il de celle qui fut autrefois l'espoir de Tolède? Et quelles forces ancestrales attendront libres de tourmenter le prochain porteur du médaillon maudit? Le siège de Tolède dure exactement 40 jours, comme si les forces divines avaient décidé que ce nombre biblique marquerait la fin du règne maudit. Les catapultes royales bombardent les murs sans relâche. Les archers décochent des nuées de flèches incendiaires qui transforment les toits de la ville en un brasier. Mais la résistance est minime. Catherine dispose à peine de 200 soldats fidèles, la plupart fanatiques convaincus de servir un élu divin. La reine passe ses nuits dans la plus haute tour de l'Alcazar, parlant aux étoiles comme à d'anciens conseillers. Les sentinelles la regardent gesticuler dans le vide, répondant à des questions que personne ne pose. Ses cheveux, autrefois dorés comme le blé castillan, sont devenus blancs comme neige. Sa peau translucide révèle ses veines foncées, comme si le sang qui les parcourait provenait d'un autre monde. Le médaillon a grandi.
s'étirant telle une toile d'araignée métallique sur sa poitrine. Le premier mur tombe à l'aube du 35. Les soldats royaux franchissent la brèche ouverte par les béliers, mais découvrent des rues désertes et des maisons abandonnées. Tolède est devenue une ville fantôme, où seuls résonnent les pas des militaires et le souffle du vent parmi les ruines. Les rares défenseurs se rendent sans combattre, épuisés par des semaines de privation et terrifiés par les phénomènes surnaturels qui sévissent dans le palais. Ferdinand d'Aragon établit son quartier, général dans la cathédrale de Tolède, lieu symbolique de la reconquête spirituelle de la ville. Le roi catholique a visiblement vieilli pendant la campagne. Des cheveux gris ont envahi sa barbe et de profondes rides sillonnent son visage. Il sait qu'il fait face à bien plus qu'une simple rébellion politique. Les rapports de ses espions décrivent des manifestations diaboliques qui défient toute explication rationnelle. Pour la première fois de sa vie, le pragmatique Ferdinand envisage l'existence de forces qui dépassent peut-être l'entendement humain. La capture de Catherine se déroule sans violence. Lorsque les soldats royaux arrivent dans la salle du trône, ils la trouvent assise dans son fauteuil doré, immobile comme une statue. Elle porte une robe noire qu'aucun témoin ne se souvient de l'avoir vue porter auparavant. Son regard, fixé sur un point infini, ne détecte pas la présence des intrus. Ce n'est que lorsque le capitaine de la garde prononce son nom complet qu'elle réagit, tournant lentement la tête avec un sourire qui glace le sang des personnes présentes. « Je t'attendais », dit-elle, la voix résonnant de voix comme si plusieurs femmes lui parlaient dans la gorge. « Les précédentes m'avaient prévenu que tu arriverais aujourd'hui. Tout se déroule comme prévu. » Les soldats aguerris reculent involontairement. Personne n'ose la toucher directement. Ils utilisent des chaînes bénies par les chapelains royaux pour l'escorter, mais ces bénédictions semblent inefficaces face à l'aura glaciale qui l'entoure. Le voyage vers Valladolid se transforme en un cortège macabre. Catherine voyage dans un chariot bardé, mais les chevaux refusent de trotter. Ils avancent de pas à pas comme s'ils portaient un poids surnaturel. Partout où passe le cortège, les puits s'assèchent, les récoltes se fanent et les animaux fuient, terrifiés. Les paysans se signent et ferment portes et fenêtres jusqu'à ce que le cortège disparaisse à l'horizon. Certains jurent avoir vu des ombres féminines suivre le chariot, un cortège fantomatique de reines mortes. La prison de Valladolid est en réalité une tour du château royal, spécialement aménagée pour les détenus de haut rang. Mais dès que Catherine franchit le seuil, la structure semble rejeter sa présence. Les pierres exhalent une humidité constante qui imprègne tout. Des torches s'éteignent sans explication. Les gardes signalent des murmures en langues inconnues provenant des murs. 3 geôliers demandent leur transfert après seulement une semaine de service. Le procès est convoqué pour le 1er décembre 1506. Le tribunal siège dans la grande salle de justice de Valladolid, présidée par Ferdinand d'Aragon en personne. Parmi les juges figure le cardinal Cisneros, des représentants de l'Inquisition, des nobles de haut rang et des docteurs en droit canon de Salamanque. C'est le tribunal le plus auguste jamais réuni en Espagne depuis la Reconquista. Mais chacun comprend qu'il juge une affaire qui transcende les lois terrestres. Les accusations formelles sont accablantes. Trahison contre la couronne, hérésie, sorcellerie, meurtre de nobles, génocide contre les morisques, communication. Avec des forces maléfiques, et plus grave encore, tentative de cession du territoire espagnol à une puissance étrangère. Chaque accusation est étayée par des documents, des témoignages et des preuves matérielles. Mais ce qui trouble véritablement le tribunal, ce sont les témoignages concernant des phénomènes surnaturels qu'aucun code juridique n'envisage. Catherine écoute les accusations sans manifester la moindre émotion. Lorsqu'on lui accorde le droit de se défendre, sa réponse déconcerte l'assistance. « Je ne me défends pas devant vous, mortel éphémère. Mes actions ont été dictées par les forces qui gouvernèrent l'Espagne avant la naissance de Bizarre, vos ancêtres. Je ne suis qu'un instrument de volonté qui transcende vos jugements mesquins. » Sa voix résonne avec une autorité surnaturelle qui fait trembler les vitraux de la salle. Le moment le plus troublant du procès survient lorsque le cardinal Cisneros présente le médaillon maudit comme preuve. Les soldats l'ont retiré du cou de Catalina à l'aide de pinces bénites, mais l'objet résiste à toute manipulation. Lorsque Cisneros le dépose sur la table des preuves,
le médaillon émet un léger bourdonnement que tout le monde peut entendre. Les documents judiciaires s'assombrissent, les plumes des scribes s'assèchent et une sensation de froid surnaturel envahit la pièce. Ce médaillon s'est transmis de mère en fille depuis des générations, témoigne Doña Isabel de Toledo, la grand-mère de Catalina, citée comme témoin clé. La vieille dame, âgée de plus de 80 ans, parle d'une voix brisée mais ferme. « Ma mère m'a prévenu, et sa mère l'a prévenu, qu'un jour viendrait où le prix serait perçu. Chaque Catalina qui l'a porté a régné avec une sagesse surnaturelle, mais toutes ont payé de leur âme. Ma petite fille n'est ni la première ni la dernière. » La déclaration de la grand-mère révèle toute la vérité sur la lignée maudite. Depuis des siècles, les femmes nommées Catalina, membres de la famille Toledo, sont les dépositaires du savoir ancestral transmis par le médaillon. Chacune a régné avec un pouvoir absolu, mais au prix de leur humanité. Elles sont les marionnettes de force cherchant à perpétuer leur influence sur le monde terrestre. L'actuelle Catalina n'est que la dernière d'une longue lignée d'instruments surnaturels. Les habitants de Valladolid se pressent sur les places pour entendre le verdict. La foule est divisée. Certains la considèrent comme un tyran méritant une mort immédiate. D'autres murmurent qu'elle est victime de forces démoniaques qui méritent la clémence plutôt que le châtiment. Les plus superstitieux craignent que son exécution libère complètement les entités qui la possèdent, leur permettant de chercher un nouvel hôte sans retenue. Le tribunal délibère pendant 3 jours. Les discussions sont intenses et tourmentées. Comment juger quelqu'un qui n'agit manifestement pas de son plein gré? Catherine est-elle coupable de crimes commis sous influence surnaturelle? La justice terrestre peut-elle statuer sur des affaires impliquant des forces diaboliques? Les théologiens citent des traités sur la possession démoniaque, mais aucun précédent juridique ne traite du cas d'une reine possédée par des esprits ancestraux. Le cardinal Cisneros propose une solution qui satisfait à la fois la justice et la prudence théologique. Catherine sera condamnée à mort pour ses crimes terrestres, mais l'exécution sera reportée sine die, pendant que des exorcismes seront pratiqués pour libérer son âme. Si les rituels réussissent et qu'elle retrouve son humanité, la peine sera commuée en réclusion à perpétuité dans un couvent. En cas d'échec, elle sera exécutée comme hérétique impénitente. Mais lorsque Catherine est informée de la décision, sa réponse glace le sang de tous les présents. Elle rit d'un rire empreint de siècles d'amertume et prononce des paroles qui résonnent comme une prophétie maudite. « Vous ne pouvez pas me tuer, car je suis morte depuis des générations. Vous ne pouvez pas m'exorciser, car je fais partie de quelque chose d'éternel. Vous ne pouvez qu'espérer que le prochain élu sera plus sage ou plus cruel. » Ces mots résonnent dans l'air de la salle d'audience comme une sentence prononcée contre l'avenir même de l'Espagne. La séance se termine brusquement lorsque toutes les bougies de la salle s'éteignent simultanément. Dans l'obscurité totale, les pas de Catherine résonnent, bien qu'ils sachent qu'elle est toujours enchaînée. Lorsqu'ils parviennent à rallumer les torches, ils la retrouvent exactement là où ils l'avaient laissée, mais son sourire a pris une intensité qu'aucun mortel ne devrait posséder. Le procès est terminé, mais chacun comprend que la véritable sentence n'a pas encore été exécutée. Les exorcismes commencèrent en janvier 1507, sous la direction personnelle du cardinal Cisneros. Pendant 6 mois, les théologiens les plus érudits d'Espagne tentèrent de libérer l'âme de Catherine de l'emprise surnaturelle qui la possédait. Les rituels furent accomplis dans une chambre spéciale du couvent de Santa Clara, bénie des reliques de tous les saints de Castille. Mais chaque séance se solda par un échec. Les prières se déformèrent sur les lèvres des prêtres, l'eau bénite bouillonna au contact de la peau de Catherine et les croix noircirent au point d'être méconnaissables. La fin survient sans rituel dramatique ni cérémonie publique. Un matin de juillet, les gardes trouvent Catherine immobile dans sa cellule. Aucun signe de violence ni de maladie ne se manifeste. Elle a tout simplement cessé d'exister, comme si les forces qui l'animaient avaient décidé d'abandonner leur enveloppe mortelle. Son visage affiche une expression de paix qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Mais ses yeux restent ouverts, fixés sur un point invisible qu'aucun être vivant ne peut contempler. Le médaillon a disparu. Les gardes jurent qu'il était autour de son cou la veille, mais au moment de sa mort, il ne reste plus aucune trace de l'objet maudit. Les chaînes qui la liaient sont intactes. La cellule est toujours scellée,
mais la relique ancestrale a disparu comme si elle n'avait jamais existé. Les inquisiteurs fouillent tout le couvent sans trouver le moindre fragment du métal noirci. L'instrument de la malédiction est retourné dans l'ombre, attendant son prochain porteur. Ferdinand d'Aragon ordonna l'incinération immédiate du corps, sans funérailles ni cérémonie. Les cendres furent dispersées dans le Duero par une nuit sans lune, loin de tout lieu sacré où elles auraient pu être, vénérées ou maudites. Aucune tombe ni monument ne furent érigés. Aucun deuil public ne fut autorisé. Le nom de Catherine d'Aragon devait être effacé de l'histoire officielle de l'Espagne, comme si son règne n'avait été qu'un cauchemar collectif. Mais effacer leur mémoire s'avère impossible. Les chroniqueurs royaux reçoivent l'ordre d'omettre toute référence aux événements de Tolède, mais les histoires se propagent oralement. Les paysans racontent à leurs enfants l'histoire de la reine maudite qui parlait aux morts. Les marchands murmurent dans les auberges à propos de médaillons conférant des pouvoirs surnaturels. Les nobles murmurent dans les salons à propos de lignées marquées par des forces ancestrales transcendant la mort. Tolède met des décennies à se remettre des ravages du règne de Catherine. La population décimée revient peu à peu dans une ville aux cicatrices invisibles. Les puits taris sous son règne ne produisent plus jamais d'eau potable. Les cultures rabougrissent sur des terres autrefois fertiles. L'Alcazar royal reste fermé. Aucun noble n'ose y pénétrer. Des rapports de phénomènes surnaturels persistant des années après sa mort. La famille Toledo s'éteignit à la génération suivante. Don Fernando de Toledo, le père de Catalina, mourut de mélancolie 3 mois après sa fille. Les parents masculins périrent à la guerre ou dans d'étranges accidents. Les femmes de la famille refusèrent d'avoir des enfants, terrifiées à l'idée de transmettre la malédiction ancestrale. Le nom de famille Toledo disparut de la noblesse espagnole, comme maudit par des puissances supérieures. Les réformes administratives mises en œuvre par Catherine durant son règne eurent des conséquences durables et imprévues. Son système fiscal territorial fut adopté dans toute la Castille. Ses méthodes d'organisation militaire influencèrent les campagnes impériales de Charles Quint. Ses techniques d'espionnage devinrent un modèle pour les services de renseignement espagnols. Ironiquement, les instruments de pouvoir forgés par une reine maudite devinrent des piliers de l'Empire espagnol. À son accession au trône, Charles Quint ordonna une enquête secrète sur les événements de Tolède. Les documents qui en résultèrent restèrent scellés dans les archives du Vatican, classés comme affaires hors de la juridiction terrestre. Le futur empereur comprit que certaines connaissances étaient trop dangereuses pour le commun des mortels. L'histoire officielle serait réécrite, mais la vérité serait préservée pour avertir les générations futures des dangers du pouvoir absolu. L'Inquisition élabora des protocoles spécifiques pour identifier les cas similaires à celui de Catherine. Des procédures furent établies pour détecter les objets maudits, les lignées marquées par des forces surnaturelles et les manifestations d'un savoir impossible. Ces protocoles, connus sous le nom de procédures de Tolède, furent appliqués dans toute la chrétienté pendant des siècles. La tragédie d'une reine devint une sagesse institutionnelle pour protéger l'Église des menaces extraterrestres. Don Rodrigo de Castilla, l'époux qui a abandonné Catherine, se retire dans un monastère de Galice, où il passe ses dernières années à rédiger des mémoires qui ne seront jamais publiés. Ces écrits, conservés dans les archives monastiques, constituent le seul témoignage direct de la transformation surnaturelle de son épouse. Il décrit avec des détails glaçants comment l'amour de sa vie est progressivement devenu le réceptacle de forces ancestrales, perdant jour après jour son humanité jusqu'à devenir méconnaissable. Les morisques qui survécurent à la répression de Catherine développèrent leur propre légende autour de la reine maudite. Dans leurs récits, transmis secrètement de génération en génération, Catherine apparaît comme un instrument de châtiment divin contre l'intolérance chrétienne. Paradoxalement, la femme qui les persécuta devient le symbole de la justice cosmique qui finit par détruire les tyrans. Leurs récits survécurent jusqu'à l'expulsion définitive des morisques en 1609. Les effets du règne de Catherine s'étendent au-delà de l'Espagne. Les ambassadeurs européens témoins des phénomènes surnaturels à Tolède transmettent des rapports qui modifient la politique de leur pays envers l'occultisme. La France crée des bureaux secrets pour enquêter sur les objets et les lignées maudits. L'Angleterre élabore des procédures
pour protéger la royauté des influences surnaturelles. L'affaire de Tolède devient une référence internationale pour les gouvernements confrontés à des menaces qui transcendent la politique. Mais l'ironie historique la plus profonde se révèle des siècles plus tard. Les méthodes de gouvernement de Catherine, dénuées de tout élément surnaturel, anticipent des techniques administratives qui ne se généraliseront qu'à l'époque moderne. Son recours systématique à l'espionnage, son contrôle centralisé de l'économie, sa manipulation de l'information publique et son élimination méthodique de l'opposition politique préfigurent les États totalitaires du XXe siècle. La reine maudite du XVIe siècle a involontairement conçu le manuel du pouvoir absolu moderne. Le médaillon maudit ne réapparaît jamais dans les documents historiques officiels, mais les légendes murmurent qu'il continue de chercher de nouveaux détenteurs. Chaque génération produit des histoires de femmes qui acquièrent un savoir impossible, gouvernent avec une sagesse surnaturelle et paient un prix terrible pour des pouvoirs qu'elles ne comprennent pas pleinement. Le cycle décrit par Catherine semble se répéter sous des formes toujours nouvelles, s'adaptant à chaque époque, tout en conservant son essence maudite. Que reste-t-il finalement de Catherine d'Aragon? Ce qui reste, c'est l'éternel avertissement sur les dangers d'un pouvoir illimité. Ce qui reste, c'est la démonstration que la connaissance absolue corrompt plus profondément que l'ignorance. Ce qui reste, c'est la preuve qu'il existe dans l'univers des forces qui transcendent l'entendement humain et qui instrumentalisent les mortels à des fins insondables. Ce qui reste par-dessus tout, c'est la certitude que le prix du véritable pouvoir est toujours l'âme de celui qui l'exerce. La femme qui était autrefois l'espoir de Tolède devint sa malédiction. La reine, qui promettait la grandeur éternelle, apporta une destruction temporaire. Mais dans sa chute, elle légua à l'humanité une leçon qui résonne à travers les siècles. Le pouvoir absolu non seulement corrompt, mais consume complètement son possesseur, ne laissant que des échos spectraux de ce qui fut autrefois humain. Fin de l'histoire. Et vous, nobles spectateurs, qui avez parcouru avec nous les sombres couloirs de l'histoire, que retenez-vous de ce voyage? Si ce récit vous a touché, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et partagez-la avec ceux qui aiment l'histoire vivante et intense. Et ne manquez pas le prochain épisode. Nous parlerons des secrets cachés de l'Inquisition espagnole et des affaires jamais révélées au public. À bientôt.